Aujourd'hui à Info 7, en ce 18 avril 2025. Un projet d'envergure pour des gens spéciaux. Retour sur la séance ordinaire de la MRC Haute-Côte-Nord. Bonne nouvelle pour les municipalités de la Haute-Côte-Nord. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. J'ai rencontré Mme Lisette Martin pour parler d'un projet d'envergure. Bonjour Mme Martin. Bonjour Julie. Ça va bien? Très bien, merci. On est ici aujourd'hui parce que vous avez un bon projet. Oui, on a un énorme projet, Un énorme projet. Mettons. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Oui, c'est qu'on s'est regroupé à un moment donné, un groupe de gens, pour voir à ce que nos personnes handicapées, moi-même en tant que mère, on se demande où ils vont. Un coup parti, mais par contre, avec des rencontres de différentes personnes, on a monté un projet pour une maison pour de longue durée pour nos personnes handicapées, que ce soit physique, intellectuel, que ce soit au niveau du spectre de l'autisme. L'important, c'est que notre maison, c'est une maison pour multi-handicap. Donc, on entend parler beaucoup de la maison de Véronique et Louis. Mm-hmm. On entend parler de la maison de Charles Lafortune. On entend parler de la maison de Martin et Marthe. Mm-hmm. Mais c'est toutes des maisons pour certaines catégories de personnes. Ouais. Nous autres, on a besoin, dans notre région de la Haute-Côte-Nord, on n'a aucun endroit où ces personnes handicapées peuvent être placées là pour une longue durée. Puis, en tant que mère, on voit passer le temps. Ben maintenant, où vont-ils aller? Mm-hmm. C'est de là que part notre gros projet. Puis pour partir ce projet-là, il faut commencer à quelque part. Puis là, ça prend pour le moment, ce que vous avez besoin, dans le fond, c'est de savoir s'il y a de la demande, c'est ça? C'est ça. Ça fait qu'on a créé, avec la Cité des bâtisseurs, on a créé un questionnaire qui demande à toutes les personnes ayant des difficultés diverses au niveau handicap et qui peuvent répondre et le transférer sur Internet, le transmettre par Internet, où on va avoir des points de service où il va y avoir des formulaires papier. OK. Ça fait que... Puis par contre, si les gens... Donc, le sondage est disponible sur dès Internet aujourd'hui. et papier. Oui, OK. oui. Puis si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez communiquer avec moi et je vous référerai à différents numéros de téléphone. Est-ce que vous êtes... Moi, je suis disponible 24 heures sur 24, le 418-587-3752. Madame Lisette Martin. C'est ça. Donc, plus rapidement les gens complètent le sondage, plus rapidement le dossier de la maison pourrait commencer. Voir le jour, oui. Parfait. Merci, Madame Martin. Merci beaucoup, Julie. Ce mois-ci, la séance ordinaire du Conseil de la MRC Haute-Côte-Nord fut ouverte et présidée par Mme la préfète Anctil à partir de chez elle. Dans son mot du préfet, elle a rappelé l'importance d'aller voter aux élections fédérales du 28 avril. On écoute son message. J'aurais un message quand même particulier à faire à nos citoyens en ce qui concerne les élections qui vont avoir lieu le 28 avril prochain pour élire nos porte-paroles, nos dignes représentants au gouvernement fédéral, à la Chambre des communes. Je veux juste profiter du moment qui nous est donné pour rappeler à chacun l'importance de ce geste de responsabilité citoyenne d'aller voter. On le sait tous, nous sommes dans une période de grande incertitude mondiale qui amène déjà et qui va amener
des bouleversements, on le sait très bien, dans nos vies, pour nos entreprises, nos travailleurs, nos familles, nos populations. Alors, il est encore plus important, ça l'est à chaque élection, mais je pense qu'il est encore plus important cette fois-ci de rappeler que chaque citoyen a la possibilité de se prononcer politiquement. Alors, je vous invite particulièrement à la prochaine élection fédérale du 28 avril en tant que citoyen. Le Conseil de la MRC demande au premier ministre du Québec, M. François Legault, et à sa ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, de relancer immédiatement le programme Réno-Région pour l'année financière 2025-2026 et de s'engager à assurer son financement à long terme et de rendre à terme le processus de bonification du programme pour assurer une plus grande accessibilité dans toutes les régions du Québec. Juste un moment pour rappeler que le programme Réno-Région est un programme de subvention pour les gens les plus vulnérables, les plus faibles revenus, qui permettait, pour un montant quand même très minime de quelques 20 000 $ maximum, de rénover des résidences, et on parle de rénovation de base, on parle de fenestration, on parle de toiture, donc de base, et de faire en sorte que dans la crise du logement, ces gens-là puissent quand même demeurer dans leur résidence. Alors, le gouvernement a décidé que ce programme-là était aboli et qu'il mettait sur pied un nouveau programme de construction d'habitations modulaires préfabriquées. Alors, nous considérons au niveau des régions que le programme Réno-Région était davantage un programme qui pouvait soutenir le logement, l'habitation dans les régions, alors que le nouveau programme du gouvernement, nous considérons que ce sera davantage une réponse à des milieux urbains. Alors, nous demandons de reconsidérer rapidement cette décision par voie de résolution. Le Conseil déplore le service rendu à la population et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter les futurs bris de service. Le service de traversier est considéré essentiel puisqu'on alimente l'ensemble de la Côte-Nord en biens périssables, en essence ou encore en médicaments. Il est primordial d'avoir un lien accessible et ce, en tout temps. La Société des traversiers du Québec a informé que la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine allait fonctionner à un navire à partir du 8 avril et ce pour une durée prévue de 5 semaines. Le service de traverse a complètement été interrompu dans les deux directions le 11 avril dernier, que les enjeux d'accessibilité et de transport en Haute-Côte-Nord sont majeurs, l'isolement des communautés pour l'ensemble de la Côte-Nord, les impacts en matière d'accès aux services à l'extérieur de la région, que ces enjeux de transport créent aussi des impacts socio-économiques majeurs. Donc, je demande à un proposeur, est-ce que le Conseil de la MRC déplore l'état de service de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine et de demander au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce service soit maintenu et s'assure de rendre disponibles d'autres bateaux en cas de bris, interruption ou autres travaux. Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, annonce qu'une somme bonifiée de 1 392 442 $ sera investie dans la circonscription par le biais du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec 2024-2028. Cette nouvelle découle de la bonification de 90 millions de dollars annoncée au TECQ 2024-2028 par le gouvernement du Québec pour soutenir les municipalités de moins de 5 000 habitants afin qu'elles puissent réaliser des travaux à leurs bâtiments municipaux. Voici les sommes qui seront octroyées aux municipalités de la Haute-Côte-Nord. Colombier, 75 000 $, Forestville, 136 749 $, Portneuf-sur-Mer, 75 000 $, Longrive, 75 000 $, les Escoumins, 114 109 $, les Bergeronnes, 75 000 $, Sacré-Cœur, 111 676 $ et Tadoussac, 75 000 $. Ces municipalités pourront financer des projets de construction ou de rénovation de leur infrastructure municipale à vocation culturelle, communautaire, municipale, sportif ou de loisirs. Pensons par exemple à un hôtel de ville, à un centre communautaire, à un parc public
ou à un centre de loisirs ou encore à un aréna. On se rappelle qu'en juillet 2024, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement total de plus de 3,2 milliards de dollars pour les infrastructures municipales dans le cadre du programme TECQ 2024-2028. La bonification de 90 millions s'ajoute à cette enveloppe précisément à la contribution de 1 milliard de dollars du gouvernement du Québec. La population est invitée à vivre le parcours spirituel du Jubilé 2025 à l'église Sainte-Anne de Portneuf-sur-Mer ou à l'église Saint-Joseph de Sept-Îles. Ces églises font partie des 5 lieux de culte désignés sur la Côte-Nord où les pèlerins d'Espérance pourront bénéficier des grâces liées à l'année sainte. Une équipe d'animation accueillera et guidera chaque visiteur, qu'il soit seul, en famille ou en groupe. Ce parcours est une des étapes qui lui permettront, s'il le souhaite, de recevoir la grâce spéciale du jubilé appelée indulgence plénière. Pour la Haute-Côte-Nord, c'est à l'église Sainte-Anne de Portneuf-sur-Mer que ça se déroule. Le parcours est proposé les mercredis entre 15h et 17h et les dimanches entre 8h et 10h en avril et en mai. L'horaire estival sera diffusé plus tard. Il est aussi possible de prendre rendez-vous pour vivre le parcours à un autre moment en téléphonant au secrétariat de la paroisse au 418-238-2194. Les 3 autres églises portes d'Espérance Nord-Côtière sont la cathédrale Saint-Jean-Eudes de Bécomo, l'église Saint-Pierre de Havre-Saint-Pierre et l'église Notre-Dame de Lourdes de Blanc-Sablon. Le Jeune Barreau de Montréal est fier d'annoncer la 44e édition de sa clinique juridique téléphonique qui se tiendra le samedi 26 et dimanche 27 avril 2025 de 9h à 16h. Cet événement, devenu une tradition qui permettra aux citoyens et citoyennes du Québec de bénéficier de conseils juridiques gratuits offerts par des avocats, avocates et notaires bénévoles. Lors de la dernière édition, c'est près de 1800 personnes qui ont été aidées grâce à cette initiative. Elle s'inscrit donc dans une série de services mis en place par le Jeune Barreau de Montréal pour répondre aux besoins croissants de la population en matière juridique en partenariat avec le Barreau du Québec, le Centre d'accès à l'information juridique Norton Rose Fulbright, ainsi qu'avec la collaboration du Jeune Barreau de Québec, l'Association canadienne des parajuristes et Justice Pro Bono. Alors que les besoins sont considérables, les juristes bénévoles pourront guider la population dans des situations parfois complexes et délicates. Que ce soit le droit au travail, le droit du logement, les gestions des successions, conflits de voisinage, droit de la jeunesse, droit pénal et criminel ou le droit de la copropriété. Cette 44e édition de la clinique juridique pourrait également répondre aux préoccupations actuelles des citoyens et citoyennes du Québec en lien avec différents enjeux d'actualité. Par exemple, les augmentations de loyers et de recours possibles, l'immigration en période moratoire sur certains programmes, ou la réforme du droit de la famille, ou encore les conséquences économiques des politiques de l'administration de Trump sur votre entreprise. Ce sera donc une 50aine d'avocats, avocates et de notaires bénévoles qui seront au bout du fil le samedi 26 et le dimanche 27 avril de 9h à 16h pour répondre à vos questions. Pour avoir accès à ce service, composez le 1-844-779-6232. Bonjour Lina. Bonjour Julie. Donc, tu es notre nouvelle chroniqueuse littéraire. Ça a l'air à ça. C'est la Mariana Mazza de TV7. Notre Mariana Mazza, oui, effectivement. Tu vas venir nous présenter des livres à sortir ou qui sont sortis, les nouveautés, tes coups de cœur. Oui. Des anciens aussi, mais que peut-être les gens n'ont pas lu ou pas tous lu. C'est sûr que l'hiver, je lis pas, je lis juste l'été. L'été, je peux lire jusqu'à 15 à 16 livres. Là. Donc, je recommence bientôt. Là. Mais c'est ça, je vais venir vous parler de livres, vous dire où vous pouvez vous les procurer, puis c'est ça. Qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, je viens vous présenter un de mes auteurs préférés qui s'appelle Jean-Pierre Charland, que probablement beaucoup de gens qui aiment lire connaissent. C'est un historien qui est professeur en plus, mais qui écrit énormément de livres, puis toutes les histoires qu'il raconte dans ses romans sont vraies. Ils sont basés sur des faits vécus. Oui, c'est toujours des... pas les personnages. Les personnages, c'est pas des cas vécus. C'est les lieux. Les lieux, c'est tous des endroits que... Puis là, ce que je vous présente, c'est probablement qu'il y en a plusieurs qui ont déjà lu, mais c'est une saga, ça a 15 volumes. Plusieurs ont lu juste les 4 premiers.
Fait que les premiers, c'était, ça commençait par les portes du Québec, OK? C'est sûr que je n'ai pas emmené les 4, là. Ça commence dans les années, 1896, avec la famille Picard, OK? Puis tout le long de toutes ces séries-là, on voit grossir Québec. C'est vraiment l'histoire de quand le Québec a commencé, la haute classe, la basse classe, tu sais, dans le temps, il disait la haute ville, la basse ville. Fait que lui a un frère, M. Picard, qui lui va demeurer dans la basse ville. Puis il va avoir des problèmes plus tard parce qu'on apprend qu'il se marie, mais il est gay. Puis il est gay dans les années 18 puis 1900. C'est pas très bien vu. Il mangeait beaucoup de volets. Puis tout le long de ces livres-là, les familles s'agrandissent parce que c'est l'histoire de 2 frères, là. Fait qu'ils ont chacun des enfants. Puis on continue avec l'histoire des enfants après ça des petits-enfants. Ça va jusqu'à, les années 65 environ que ça se termine. Parce que le but de l'histoire, c'est qu'ils ont des magasins. Il y en a un qui a un gros centre d'achat, c'est pas un centre d'achat dans le temps, c'est pas ça, là, c'était un gros magasin comme, mettons, un magasin Hilton général dans le temps, ouais, mais vraiment gros, puis chic, puis avec des étages, puis tout ça. Tandis que son frère, lui, a un autre genre de magasin où ils vont vendre plus du tissu, des choses pour faire... pour coudre, là, puis toutes sortes d'affaires de même. Lui, il est dans la basse ville. Mais ce sont vraiment lui, c'est basé sur des magasins qui ont déjà existé pour construire son histoire. Puis tous les lieux qu'il parle existent et où ils ont existé. Fait que dans les premiers, c'est vraiment la famille du début, là, quand il n'y a même pas encore d'enfant, où il y a un petit... sa femme, elle vient d'avoir un deuxième enfant, là. Puis il y en a 4. Ça s'appelle les Portes du Québec. Lui, il y en a 4. Puis après ça, il y en a beaucoup qui ont juste lu eux autres. Mais tu peux continuer, parce qu'après, c'est Les Folles années. C'est-tu bien ça? Oui, c'est lui. Là, c'est les héritiers. Parce que là, les enfants ont vieilli. Puis il se passe à peu près, regarde, lui, là, il commence en 1919, tandis que l'autre avait commencé en 1886. Fait que là, ça grossit, le Québec grossit aussi. Fait que presque tout le monde a déjà été au moins une fois à Québec. Fait ils vont tout de suite avoir une idée de « Ah, ouais, OK, c'était comme ça avant, c'était comme ça avant. » Puis après ça, là, c'est les années de plomb, ça, c'est la déchéance d'Édouard, mais c'est dans le temps de la guerre aussi, parce qu'il y a eu la guerre. Puis il y a une des filles Picard là-dedans qui est infirmière, puis est allée, elle, à la guerre dans ça. Mais c'est tout véridique aussi, là, toutes les histoires de guerre qui se passent. Lui, Édouard, il va aller combattre avec... tu sais, quand il y a eu le show de la Normandie, là, qu'il y a eu plein de monde qui sont morts, ouais, il se trouve être là-dedans, là, mais tu sais, c'est fictif, lui. C'est quand même romancé un peu. Oui, c'est vraiment un roman. Avec des personnages qui sont tous inventés. C'est juste les lieux qui sont vraiment tous vrais ou ce qu'il raconte qui est vraiment arrivé. OK. C'est quand il parle du débarquement de Normandie, c'est arrivé pour de vrai. Il raconte plein de détails. Après ça, là, ça finit avec la dernière des lignées qui est lui aussi, il y en a 4. Lui, il y a 4 volumes d'une série, 4 volumes de l'autre série, 4 volumes de l'autre série. Et la dernière série, c'est encore l'autre génération, mais lui, il y en a juste 3. Ça veut dire que tu as 15 livres qui se suivent, si on veut. Puis ça finit dans les années 1965 environ, quand les centres d'achat ont commencé. Avec le clan Picard. Avec le clan Picard. Parce que là, quand les centres d'achat, les gros centres d'achat qu'on connaît aujourd'hui, ont commencé à se construire, ben eux autres, ils faisaient plus bien d'argent avec le petit magasin général. Fait que ça a fait comme... Puis de toute façon, à un moment donné, là, t'as plus d'inspiration, là. Fait que c'est vraiment ça. Ces livres-là, je sais, ils sont pas récents. Le premier, il date de 2019. Le dernier, je l'ai même pas regardé, mais quand même. Ils sont faciles à trouver. Il y a des bibliothèques dans toutes les municipalités. Ça fait que vous êtes capable d'aller les chercher dans les bibliothèques. Je ne connais pas toutes les bibliothèques de tous les villages, mais je sais que dans certaines bibliothèques, quand ils n'ont pas des livres ou une série, ils sont capables de nous les commander. Oui, souvent. Fait que demandez-les, vous ne les paierez pas, vous allez les emprunter. Si vous voulez vraiment les payer, lui, Jean-Pierre Charland, on peut aller sur son site, on peut aller sur Urtubise aussi, qui est la maison d'édition. Sinon, vous pouvez aller dans des marchés aux puces ou des... moi, je m'en procure souvent comme ça. C'est sûr, ma fille à Montréal, elle m'en trouve aussi. Il y en a au centre de dépannage, il y en a au Nordais aussi. Après ça, il avait fait, à un moment donné, avant la COVID, il y avait les croque-livres qu'ils appelaient.
sais, il avait fait des boîtes, puis on pouvait aller échanger Je pense des que ça livres. fonctionne encore, oui, ça. Oui, ça fonctionne encore beaucoup. En tout cas, dans certaines municipalités, ça fonctionne beaucoup. C'est sûr qu'il y a souvent du roman américain. C'est préférable de lire du roman québécois parce qu'on a vraiment des bons auteurs ou autrices québécois ou québécoises. Puis sinon, la pharmacie des Escoumins vend énormément de livres. Elle en a beaucoup. Et souvent, c'est des livres, il y en a pour tous les goûts, là. Puis elle change souvent ses livres, ça fait que, tu sais, c'est pas toujours les mêmes qu'on voit dans les tablettes. Fait que vous pouvez aller vous procurer des livres plus récents aux Escoumins. Il y a aussi Spit. Et Spit, eux autres, ils ont des livres, mais écrits par les Autochtones. Il y en a quelques-uns qui sont en Innu, mais la majorité est écrite en français. Mais c'est des auteurs et autrices autochtones qui viennent d'un peu partout. Puis on peut aller les acheter là directement au dépanneur voisin à Espit. Il y en a même pour les enfants. C'est vraiment intéressant. Ça fait que, tu sais, le monde qui veut le lire ne peuvent pas dire qu'il n'y a rien ici, c'est pas vrai. Fait que ça, c'était mon coup de cœur de cette semaine. Par contre, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que ce qui vient de sortir dernièrement, c'est Christine Brouillette. Elle écrit beaucoup de livres, puis c'est presque toujours des livres où il y a un suspense, où il y a des... Puis là, ces derniers livres, c'était des enquêtes de Maud Graham. Fait que son livre, il s'appelle « Le regard des autres ». Puis c'est l'histoire de... Maud Graham, c'est comme une enquêtrice, une enquêteuse, je sais pas trop, là. Puis là, elle dit, quand Maud Graham apprend qu'un ado de 16 ans s'est vanté sur les réseaux sociaux d'avoir produit une arme en 3D, elle ne peut s'empêcher de penser que dans son temps, c'était bien différent. Néanmoins, l'enquêtrice constate que de tragiques réalités ne changent pas. Les prédateurs continuent de sévir et les jeunes filles sont toujours aussi naïves. Alors qu'avec son équipe, elle est amenée à fouiller les dessous d'une agression survenue un soir d'Halloween, des informations troublantes concernant la victime font surface et révèlent des drames d'une ampleur insoupçonnée. Mais c'est très bon, ce qu'elle écrit. Maud Graham devra remonter loin dans le passé pour découvrir l'ampleur du tort causé à plusieurs enfants d'hier à aujourd'hui. Pourquoi la honte insidieuse se loge-t-elle toujours dans le cœur des victimes? Ça, celui qui vient de sortir. Ça a l'air très d'actualité aussi, là, avec avec tout ce qui se passe. Les imprimantes 3D. Puis ouais. Oui, parce que de plus en plus, c'est ça qu'ils font. Hein? Ça fait que c'est sûrement intéressant à lire. Je ne l'ai pas encore lu parce qu'il vient juste de sortir, mais il m'intéresserait. Après ça, ce qui vient de paraître pour les enfants, pour les jeunes, aux éditions Quintin, c'est un livre pour les 8 ans et plus, je crois. 8 ans et plus. Ça a 88 pages. Ça s'appelle Maple ou Maple, là, au royaume des chiens pignons. Puis ça, c'est une bande dessinée dont les aventures prennent place dans un monde parallèle aux paysages magnifiques. Puis Maple, c'est une fille de 13 ans curieuse, créative, passionnée des animaux et, selon sa sœur, très tête en l'air. Jusqu'ici, tout paraît normal. Mais lors d'un voyage familial, sa vie bascule. Après avoir suivi une mystérieuse roche en forme de lune au cœur d'une forêt, Maple atterrit dans le monde de Faerne. L'endroit est peuplé de créatures surprenantes, comme des cerfs qui volent et même des ours aux ailes de papillon. En croisant son reflet dans une flaque, l'adolescente réalise avec stupeur qu'elle a été transformée en chien. Que fait-elle? Que fait-elle là? Et surtout, comment peut-elle rentrer à la maison sous sa forme humaine idéalement? Peut-être que sa présence dans cet univers a un sens bien plus important qu'elle ne l'imagine. Fait que les lecteurs, ils feront la rencontre de plusieurs créatures fantastiques au nom rigolo. Par exemple, les capijamas et les papillours. Fait que mais c'est sorti, c'est une illustratrice sherbrookoise. Puis une grande amoureuse des animaux, elle s'appelle Juliette Miron, qui, elle, appuie son énergie dans la faune. Fait que ça pour les enfants, c'est vraiment intéressant. Ouais, ça a l'air attractif. Oui, c'est une couverture cartonnée, ça a 88 pages couleur, puis c'est vraiment en bande dessinée, puis ça a l'air vraiment bien fait. Puis c'est sorti le 10 avril, fait que c'est tout récent. Fait que vous pouvez juste faire des recherches, puis vous allez facilement trouver ça. Fait que pour cette semaine, moi, je pense que ça serait le tour. Oui, ça ferait le tour. À un moment donné, je n'apporterai des plus récents, ou aussi des fois des livres qu'on ne s'imagine pas ou qu'on n'a pas lus. Ou quand dans le temps qu'il y avait le Festilivre à Bergeronne, là, on a eu énormément de découvertes, mais que pas tout le monde a eu la chance de découvrir. Puis que moi, comme je suis une capotée, je les ai achetés, les livres. Fait qu'à un moment donné, on vous parlera de ça. Parfait.
Merci beaucoup, Lina. Ça fait plaisir. Le Centre des arts de Bécomo, le 25 avril, vous présente Barca. Barca, c'est un spectacle où se rencontrent les arts du cirque, la danse et la musique. Dans un extraordinaire chaos festif, c'est une célébration de la vie et un appel à l'espoir et à la liberté responsable. Percussions afro-colombiennes, mélodies des Balkans, danse et cirque s'entremêlent joyeusement dans un spectacle rempli d'une énergie et d'une richesse sonore visuelle et sensorielle délirante. Au Pavillon des Arts de Forestville, le mercredi 23 avril à 19h, c'est la projection du film La promesse d'Irena. À Varsovie, en 1939, lorsque les nazis envahissent la Pologne, l'infirmière Irena Gott est déportée et contrainte de travailler pour soutenir l'effort de guerre allemand. Au lieu de suivre la voie facile et de miser sur son statut et son appartenance ethnique pour assurer sa sécurité, Gott risque tout pour sauver une douzaine de réfugiés juifs en les cachant dans les maisons de son patron, un commandant nazi. Pour les plus jeunes, c'est dimanche le 27 avril 13h que ça se passe avec la projection de Sonic 3. Sonic, Knuckles et Tails sont à nouveau réunis face à un puissant nouvel adversaire, Shadow, un mystérieux vilain doté de pouvoirs comme il n'en avait encore jamais vu. Leur habileté étant toute surclassée, l'équipe Sonic devra tenter une alliance improbable dans l'espoir d'arrêter Shadow et de protéger la planète. Je vous rappelle que les projections de films au Pavillon des Arts de Forestville sont gratuites et qu'ils offrent grignotines et rafraîchissements à vendre. N'oubliez pas notre bingo TVR7 de ce dimanche 20 avril, bingo qui vous offre 2 850 $ en prix. Les carnets 6 faces sont toujours au coût de 13 $ et les bonanza à 3 $ en vente dans tous les endroits habituels. L'équipe de TVR7 vous remercie de nous suivre. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter un excellent congé pascal de la part de toute l'équipe. Nous serons de retour dans nos bureaux le 22 avril. On se retrouve vendredi prochain pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes.